Bien, bonjour à tous, bonjour Audrey, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. On va donc animer cette première table ronde sur, comme le disait Didier, les sujets d'efficience qui avaient été évoqués l'année dernière. Et l'idée pour nous, industriels de santé, c'est de réfléchir à comment on peut apporter des innovations technologiques en optimisant, améliorant les parcours de soins du patient, tout en étant responsable économiquement. D'où la logique d'efficience et de contribuer à cette réflexion dans le contexte un peu compliqué qu'on connaît tous en ce moment. Donc pour nous accompagner dans cette table ronde, on a plusieurs intervenants. Je vais commencer par Sandrine Bourguignon, directrice générale de Realty, qui a conduit cette étude sur les cas d'usage au nom du G5 Santé. Le professeur Gaëtan Gavazzi, gériatre, infectiologue, chef du service de médecine gériatrique au CHU de Grenoble-Alpes. Une autre personne de la région Rhône-Alpes, bienvenue. Je voudrais aussi accueillir un autre médecin, le professeur Atoul Patak, chef du service de cardiologie au centre hospitalier Princesse Grace Monaco. Bienvenue. Pardon. Et puis, on a aussi l'opportunité dans cette table ronde d'accueillir un biologiste, parce que les sujets de diagnostic sont évidemment critiques pour améliorer les parcours de soins et l'efficience du traitement. Mathieu Kunz, président du CME du centre hospitalier d'Aurillac. On a souhaité aussi avoir dans cette table ronde une perspective patient, et on a la chance d'avoir Jamila Edjal, présidente de France Sepsis, qui pourra évoquer les sujets, comment les sujets d'efficience parlent aussi aux patients. Et puis enfin, évidemment, un représentant de la Direction générale de la santé qui pourra rebondir sur les sujets d'efficience, Charles-Emmanuel Barthélémy, sous-directeur adjoint aux produits de santé. Bienvenue. Alors Audrey, tu veux... Non, c'est pardon, Sandrine qui présente d'abord les cas d'usage et ensuite on passe aux questions. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous présenter le second volet de l'étude efficience. Comme Didier Véron l'a rappelé en introduction, il y a eu un travail préliminaire l'année dernière assez généraliste qui visait à poser l'état des enjeux et des lieux sous un prisme de l'efficience en santé. Et cette année, le G5 a souhaité contribuer en creusant des cas d'usage afin de donner des ordres de grandeur chiffrés sur les efficiences qui pourraient être mesurées. Alors, je rappelle que l'efficience, c'est améliorer la prise en charge des patients avec des résultats de santé en regardant les leviers économiques également. Et c'est bien cette balance-là qui va nous intéresser. Et c'est comme cela que nous avons choisi les cas sur lesquels nous allons travailler maintenant. Alors, l'étude, elle s'intitule « Comment réduire la pression sur le système hospitalier ?» parce qu'on a tous conscience aujourd'hui des enjeux sur l'hôpital en termes de ressources, mais aussi en termes de coûts. Et donc, on a choisi ce prisme comme point d'entrée sur les cas d'usage. Mais vous allez voir qu'à partir des coûts hospitaliers, il y a bien entendu des externalités sur tout le système de santé et la société qui en ressortent. Et c'est aussi ces leviers-là qui sont intéressants. Alors... Et c'est le moment où la petite zapette ne fonctionne pas. Merci. Donc l'étude complète, elle se décompose d'une introduction que je vais passer rapidement et de cas d'usage qui portent sur le diagnostic in vitro, sur la prévention et la vaccination, sur l'adhérence et les maladies cardiovasculaires. On passera très rapidement sur les traitements ambulatoires, vous allez comprendre pourquoi, afin d'aboutir sur la synthèse et le lien entre ces cas d'usage et les recommandations qui ont été poussées l'année dernière. Donc l'efficience est un levier stratégique. Et ce prisme de l'hospitalisation est très important parce qu'il va à la fois jouer sur la soutenabilité financière du fait de la part des dépenses de l'hôpital dans les dépenses de santé. On a aussi choisi ce prisme-là parce que ce sont des indicateurs mesurables, reproductibles, et donc on a à cœur de démontrer que les transformations organisationnelles peuvent avoir lieu, peuvent être mesurées et évaluées. L'évaluation, c'est un pilier clé dans la recherche d'efficience parce que c'est ce qui va permettre de qualifier, de quantifier et de mesurer dans le temps les transformations. Et ces transformations, elles vont permettre d'initier un cercle vertueux. On va dégager des ressources, on va améliorer la prise en charge et l'état de santé des patients et on va créer cette logique d'efficience sanitaire qui est vraiment bénéfique pour tout le système de santé. Les hospitalisations, comme je vous le disais, l'année dernière, on avait identifié, et toutes les sources concordées, l'OCDE, mais vraiment toutes les sources internationales, sur un levier d'une hospitalisation sur 10 évitable. Évitable, ça veut dire que le patient n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, voire c'est inutile, voire dangereux qu'il aille à l'hôpital, puisqu'il peut y avoir un certain nombre de conséquences. C'est un levier qui est aussi suivi
par l'assurance maladie, puisqu'il y a un indicateur qui s'appelle les hospitalisations potentiellement évitables, HPE, qui est suivi depuis 2014, grâce aux données notamment des bases de données hospitalières comme le PMSI. Et donc cette traçabilité permet de mettre un plan chiffré et un plan d'action autour. Le travail de la CNAM a identifié sur 6 pathologies, qui sont des pathologies un peu généralistes, parce qu'il y a la déshydratation, par exemple, des personnes âgées, le vecteur d'entrée aux urgences. Ce plan-là a identifié un levier de 990 millions d'euros par an économisables, avec un objectif de réduction de 30% par an, ce qui fait 60 millions par an. Et ça, c'est l'objectif de l'assurance maladie. Nous, ce qu'on a voulu montrer dans nos travaux, c'est qu'en fait, il y a des ordres de grandeur beaucoup plus importants à aller chercher quand on parle d'efficience. Il y a des transformations structurelles qui peuvent être mises en place, qui vont amener à ces changements. Alors, on peut aller beaucoup plus loin, on peut avoir des objectifs plus ambitieux, mais pour cela, il faut une volonté politique. Et alors, je suis très contente que vous n'ayez pas été découragés aujourd'hui pour venir, vu le contexte, mais on va aussi vous démontrer que l'efficience, c'est aussi les acteurs de terrain et c'est aussi les industriels qui peuvent y contribuer et qu'on peut faire des choses, même s'il y a des petits retards à l'allumage côté volonté politique. Je suis économiste de métier, donc je mets toujours un warning, j'ai envie de dire, sur les chiffres, parce qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. L'objectif de ce travail, c'était vraiment de travailler sur des ordres de grandeur. Vous montrez que c'est 990 millions d'euros, ou c'est 60 millions annuels. En fait, ils ont des pendants beaucoup plus importants et des leviers d'action beaucoup plus importants. Donc c'est vraiment un message d'alerte sur le fait qu'on peut faire mieux et qu'on peut prioriser des prises en charge pour tout de suite dégager des marges d'efficience dans le système de santé et se donner un peu d'air pour réfléchir, organiser et financer notamment l'innovation. Donc sur les diagnostics in vitro, on a travaillé sur 2 cas d'usage et je vous fais que la synthèse. Donc tout cela est détaillé et sourcé dans l'étude complète que je vous invite à regarder sur le site du G5 Santé. Le premier cas, ce sont les infections respiratoires aiguës, donc grippe, Covid, entre autres, qui génèrent tous les ans des afflux importants de passages aux urgences et d'hospitalisation. Et dans le diagnostic in vitro, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les outils pour détecter précocement quelles sont les infections et identifier précocement le bon traitement, le bon antibiotique. Donc ça évite des prescriptions inutiles, ça évite des hospitalisations inutiles. Sachant que le diagnostic in vitro, au final, c'est quasiment 70% des décisions médicales qui utilisent un diag, et il y a une sous-utilisation, donc on a une marge d'efficience économique forte cette fois-ci, puisqu'on sous-utilise dans presque 45% des cas le diagnostic in vitro. Sous-utiliser, ça veut dire qu'on ne l'a pas utilisé à bon escient, donc on n'a pas orienté correctement le patient dans le système de santé et dans le soin. C'est le deuxième intérêt du diagnostic in vitro, c'est qu'au final, il a un impact sur toute la chaîne de soins. Les urgences, l'hospitalisation, mais aussi la décision en ville, la mise sous traitement et l'observance et la continuité des traitements. Alors il y a des solutions qui existent pour accélérer le délai d'obtention des résultats, que sont les examens de biologie médicale délocalisés. Et là, on attend un petit peu les textes d'application depuis un certain temps, donc c'est un levier possible puisque le besoin est identifié, les professionnels sont en ordre de marche, et là, pour le coup, on a vraiment besoin de la signature sur le décret pour transformer les organisations. D'un point de vue chiffré, les infections respiratoires aiguës, comme je vous disais, avec le jeu sur les passages aux urgences, pendant l'hospitalisation, sur les prescriptions, là, on est sur un surcoût de 1,1 million d'euros. Ce n'est pas la plus grosse masse budgétaire qu'on est allé trouver. On a trouvé un deuxième cas d'usage qui est le sepsis. Je pense que ça parle à tout le monde, la gravité du sepsis. C'est 250 000 à 300 000 patients hospitalisés pour sepsis par an, certains qui vont évoluer vers un choc septique avec une très forte mortalité. Et le sepsis, on a des diagnostics de détection précoce, avec la mise en place de traitements adaptés précoces, du coup qui augmentent l'efficacité thérapeutique. Et ça permet de sauver des vies et ça permet d'éviter des millions de journées d'hospitalisation évitables, puisque la mise en place d'un traitement précoce réduit très fortement la durée d'hospitalisation. C'est pas moi qui l'ai inventé, il y a énormément de sources et d'études qui convergent en fait sur l'impact coût-efficace des diagnostics in vitro. Donc sur ces 2 cas d'usage, quand on a travaillé à transformer les 1,1 million de journées d'hospitalisation évitables en euros, au final, on arrive à 1,3 milliard de coûts évitables avec l'utilisation de la biologie médicale délocalisée sur les infections respiratoires aiguës et la détection précoce
du sepsis. On parle de 2 cas d'usage. D'accord ? On n'est pas sur quelque chose qui est trop vaste ou trop difficile à cibler en termes de transformation organisationnelle. C'est 1,3 milliard d'euros par an évitable. Je vous renvoie à la balance avec le plan de 60 millions d'euros ciblés par l'assurance maladie. Deuxième cas, tout ce qui va toucher à la prévention et à la vaccination et l'immunisation, je précise, parce qu'on a travaillé à la fois sur la grippe, chez les enfants et chez les personnes âgées, et sur le VRS, donc le fameux virus responsable des bronchiolites, chez les enfants et chez les personnes âgées aussi. Il y a vraiment 2 cibles, en fait, sur ces cibles de prévention. Donc je rappelle très rapidement, la grippe, ça peut sembler anodin, mais c'est quand même plus de 20 000 hospitalisations, c'est quand même plus de 9 000 décès, et qu'on peut considérer évitable si on améliorait la couverture vaccinale. Alors sur la grippe, l'approche a été un petit peu différente du diagnostic in vitro, où on est vraiment très dans le soin aigu. La grippe, c'est d'abord des coûts directs de 134 millions d'euros par an, excusez-moi, mais on a l'information que pour les plus de 65 ans. Alors déjà, il y a un petit sujet de documentation. Aujourd'hui, en final, on ne considère pas trop le coût de la grippe pour le reste de la population. Or, il y a quand même des pertes de productivité. Quand on est malade, en général, de la grippe, on met un petit peu de temps à s'en remettre. Il y a des impacts sur les enfants, sur la scolarité, etc. Donc ce premier coût direct, c'est déjà 134 millions d'euros évitables. Et surtout, sur la grippe, ce qui va peser, ça va être les coûts indirects. Donc tout ce qui va être absentéisme, décès prématuré, avant 65 ans, etc. Donc là, on monte à 700 millions d'euros par an. C'est une étude SNDS, donc c'est relativement exhaustif quand même sur l'ensemble de la population française. Et un dernier point, et je pense que le professeur Gavazzi en parlera, c'est qu'il y a des conséquences derrière une hospitalisation, et notamment chez les personnes âgées. 23% des personnes qui vont être hospitalisées pour une grippe de plus de 65 ans vont passer en fait dans le domaine de la dépendance ou avoir des handicaps résiduels. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer, avec un très fort coût, qui est le passage à l'institutionnalisation ou la mise en place d'aides spécifiques. Là, on parle de 1,5 milliard d'euros par an. Donc le total du coût sociétal pour la grippe évitable, c'est 2,3 milliards d'euros par an, en améliorant la vaccination. Je vais passer rapidement. Le VRS et la bronchiolite, ça a fait l'objet de beaucoup de débats, mais bien qu'on ait une vaccination, bien qu'on ait une immunisation, on a toujours des populations aujourd'hui qui ne sont pas protégées, qui continuent à passer aux urgences, avec des enfants qui continuent à passer en réanimation. Sur le coût restant et le coût évitable, on est à 104 millions d'euros par an si on nous proposait une prise en charge et une couverture à 100% de l'ensemble des dispositifs de vaccination et d'immunisation, comme c'est le cas dans tous les autres pays. Donc si on fait le total, sur la partie prévention, immunisation, sur 2 pathologies que sont la grippe et le VRS, on est à 2,4 milliards d'euros évitables par an, avec des incitations à augmenter la couverture vaccinale. Alors sur ces sujets-là, il y a des leviers d'action. Il y a des leviers qui sont liés à améliorer l'accès à la vaccination. Il y a des recommandations HS qui ont évolué sur les populations infantiles, sur les vaccins grippés augmentés ou adjuvés pour les plus de 65 ans, qui augmentent l'efficacité vaccinale. Mais on a aussi des sujets de pilotage des campagnes de vaccination, de l'information, faciliter l'accès à tous, faciliter le pilotage par la donnée. C'était assez concluant dans l'étude de remarquer par rapport aux autres pays qu'on avait des campagnes qui étaient quand même pas très personnalisées, pas très réactives au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie. Et puis on a des sujets de remboursement et de prix. Toujours, je le disais, on est le seul pays en France, la France est le seul pays qui ne rembourse pas à 100% pour la ville et l'hôpital l'ensemble des vaccins. Donc il y a des leviers qui sont connus, identifiés, facilement actionnables. Sur les maladies cardiovasculaires, qui est le 3e cas d'usage que l'on est allé regarder, je vais aller assez vite. Il y a une documentation un petit peu moins forte sur le sujet de l'observance du fait et de l'adhérence du fait, j'ai envie de dire, de la multiplicité des facteurs, et c'est ce qu'on avait montré dans la première étude. Néanmoins, aujourd'hui, l'adhérence dans les pathologies cardiovasculaires, c'est vraiment un angle mort, parce que c'est toujours plusieurs dizaines de milliers de décès par an directement attribuables à l'adhérence, donc 12 000 décès qu'on pourrait éviter. Ce sont 9 milliards d'euros de coûts
liées notamment aux hospitalisations sur 3 pathologies qui concentrent cette surhospitalisation liée à l'adhérence. Et on a quelque chose qui est assez intéressant quand on fait de la santé publique, c'est le retour sur investissement. Ce retour sur investissement, il est 3 ou 4 fois plus fort sur l'adhérence que dans n'importe quel programme de santé publique. Si vous investissez 1 euro pour améliorer l'observance et l'adhérence des patients, vous avez un retour sur investissement de 13 euros. C'est-à-dire que vous diminuez de 13 fois le coût de votre investissement. Le ROI, en général, en santé publique, on est autour de 2 à 4 maximum. Là, vous voyez qu'il y a des leviers qui sont absolument majeurs que l'on peut exploiter. La difficulté de l'adhérence, c'est que ce n'est pas juste dire aux patients « prenez votre traitement », c'est multifactoriel et ça nécessite un engagement aussi bien patient, professionnel que administration et autorité de santé publique. Je vais passer très rapidement sur le traitement ambulatoire et vous allez comprendre pourquoi. Nous n'avons pas d'études en France qui démontrent l'impact économique des traitements ambulatoires. Alors ça peut sembler assez sidérant. Il y a un consensus sur l'amélioration de la qualité de vie pour les patients, pour les familles, pour les professionnels. Il y a des études qui démontrent qu'il n'y a pas plus de recours aux urgences ou de réhospitalisation, notamment pour gestion des effets indésirables et secondaires. Donc, en termes d'efficacité et de sécurité de prise en charge, il n'y a aucun sujet, mais il n'y a pas d'études qui démontrent s'il y a des prises en charge qui sont plus efficientes que d'autres. Donc là, on a un peu retourné le sujet en disant que ça a démontré l'intérêt et la nécessité d'évaluer, notamment pour prioriser certains enjeux de santé publique et accélérer la transformation. Tout cela pour conclure sur le fait que, si vous sommez, vous l'avez peut-être fait rapidement dans votre tête, on arrive à 12,7 milliards d'euros qui sont facilement identifiables, mais sur lesquels on n'a pas actionné les leviers de la transformation. Donc c'est ce qu'on a appelé le coût de l'immobilisme. Mais c'est un exercice qu'on a fait sur quelques cas d'usage. On aurait pu le faire sur d'autres. L'objectif, c'est juste de vous démontrer qu'il y a des leviers qui existent et que quand on parle de coup de rabot sur de la politique annuelle, on prend des risques sur la santé des patients, on ne mesure pas très bien l'effet derrière d'un point de vue santé publique, mais en revanche, on a des leviers qui permettent à la fois d'améliorer la santé et de jouer sur les coûts. On a un petit gap aujourd'hui dans la prise de décision politique, néanmoins on a beaucoup d'acteurs autour de la table, donc on ne peut que espérer aller au bout de cette transformation qui passe par des changements organisationnels pour que ces leviers théoriques identifiés se transforment en efficience pratique sur le terrain. Merci Sandrine. Donc, je pense que c'est une démonstration très explicite et une vision optimiste parce qu'on a besoin, je pense, de solutions concrètes. Donc ces 12,7 milliards, je pense que ça nous montre à quel point effectivement où on choisit l'immobilisme ou collectivement on passe en action. Donc c'est ce qu'on va discuter ensemble dans cette première table ronde. Alors, je vais me tourner vers vous, professeur Gavazzi. La première question, on a vu, si je reprends l'exemple sur la grippe, 2 à 6 millions de patients tous les ans qui sont atteints de la grippe. Alors, ça touche tous les âges, ça a été dit. Les coûts évitables sont absolument significatifs, 2,3 milliards, mais c'est sûrement sous-évalué pour les raisons qui ont été explicitées, puisque ce qu'on regarde, c'est les plus de 65 ans, mais donc il y a sûrement beaucoup de coûts supplémentaires. Et pourtant, la moitié seulement de la population à risque est vaccinée aujourd'hui. Donc 50%, on est bien loin des recommandations de l'OMS, qui recommanderait plutôt 75% de couverture. Et on est en France, et pourtant, on a les pharmacies pas loin. C'est facile, on descend, on se fait vacciner. Donc là, je pense qu'on peut reprendre un immobilisme et une manque, vraiment d'un manque d'action autour de cette vaccination. Alors comme vous voyez ça tous les jours, est-ce que vous pouvez nous dire finalement quelle est votre vision par rapport à ça? Bien évidemment en termes d'impact individuel, puisque la grippe, ça nous touche en tant qu'individu, mais aussi collectivement pour le système de santé. Merci. Merci Sandrine pour cette brillante présentation. Alors premièrement, je pense que je parle plutôt moi de pertinence que d'efficience. Et donc ce qui parle beaucoup aux soignants. Je suis un acteur de terrain, donc je vais vous donner juste les données autour de l'acteur de terrain que je suis, mais aussi chercheur en maladies infectieuses, et notamment chez le sujet âgé. Alors, je dirais, très belle démonstration.
Au jour le jour, on a je dirais un impact qui va être direct, qui a été un petit peu évoqué, mais qui est complètement sous-évalué. Si vous regardez, vous allez avoir accès au BEH, donc le bulletin épidémiologique hebdomadaire de juillet 2025, et vous allez voir que toutes les maladies, c'est un BEH sur la mortalité. Et sur la mortalité, ben, vous voyez que toutes les maladies évoluent de façon assez incroyable et augmentent, avec une augmentation de la mortalité pendant l'hiver. Que vous ayez une tumeur, que vous ayez un diabète, que vous ayez n'importe quoi. Personne s'y intéresse. On a une mortalité normale hivernale. On se dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe l'hiver? Alors, il y a du verglas, c'est sûr, pour nos personnes âgées, mais c'est pas que ça. Donc, un impact direct complètement sous-évalué parce que aussi, on n'utilise pas ces fameux tests diagnostiques partout. Depuis le Covid, alors 2010 pour la grippe, et puis pour toutes les autres maladies infectieuses respiratoires, on les utilise de plus en plus. Ce qui fait qu'on est passé dans les EHPAD, les établissements pour personnes âgées dépendantes, à quelques centaines d'épidémies par an, au fur et à mesure, à plus 5000, 6000 épidémies par an. Avec des taux d'attaque absolument énormes, qui fait que cette année, c'est à peu près 130 000 résidents qui ont eu une infection respiratoire. Personne n'en parle. Un petit peu dans les données qui ont été évoquées. À l'hôpital, alors on va passer, ça c'est le coût, je dirais l'impact direct. L'impact direct, c'est ces fameuses hospitalisations, excusez-moi, de cardiologie. En fait, ça vous paraît peut-être bizarre, mais c'est très certain, à tel point que l'ESC recommande la vaccination antigrippale comme moyen numéro 1 de lutter contre l'infarctus du myocarde, pour lutter contre l'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments épidémiologiques et beaucoup d'accélérateurs qui fait que quand vous vaccinez une fois, 2 fois, 3 fois, 3 années de suite, eh bien, c'est aussi efficace pour empêcher un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral que de prendre une statine, donc un médicament, tous les jours, avec une très bonne adhérence, par contre, obligatoire, pour limiter de 20% aussi l'incidence de ces maladies. Donc, quand on regarde les hospitalisations pour raisons cardiaques, en fait, il y en a un pourcentage non négligeable qui sont liés aux épidémies d'infections respiratoires. Alors ça, ce que je dis, c'est pour la grippe, mais c'est vrai pour le VRS, c'est vrai pour le Covid, c'est vrai pour les rhinovirus, c'est vrai pour l'HMPV, enfin plein de virus qu'on ne connaît pas. On ne connaît qu'un tiers des agents responsables des infections respiratoires en France sur les hospitalisations. Donc c'est absolument sous-évalué en impact direct. Impact indirect, j'en ai parlé un petit peu, puis je vais vers ma population, qui est la population la plus âgée. Et là, en effet, ça a été rappelé, alors les travaux qu'on a faits, mais il y en a plein dans le monde maintenant qui font la même chose, c'est de dire, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? On perd de la réserve fonctionnelle. Vous faisiez le 100 mètres en 12 secondes, maintenant vous le faites en 20, et puis après en 25, etc. Pourquoi? Parce que vous avez une réserve globale qui fait que vous avez du mal à faire face à un épisode aigu. Qu'est-ce qui se passe quand on a une grippe? On précipite les gens vers... Alors les gens, en effet, ce n'est qu'une personne sur 4. Mourir de la grippe à 90 ans, rapidement, on est entre nous, peut-être c'est bien. Peut-être qu'il faut mourir de quelque chose à un moment donné. Donc moi, en tant que spécialiste du vieillissement, je dis oui, ça devrait arriver. Alors je pensais ça quand j'étais jeune infectiologue. Je le pense de moins en moins, un peu comme William Osler, qui disait la pneumonie, c'était le meilleur ami du sujet âgé parce que ça le faisait mourir. Et en fait, William Osler, qui est un des grands médecins dans l'histoire de la médecine, à la fin de sa vie, a dit en fait, c'est le meilleur ennemi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne fait pas mourir les gens tout de suite. Ça crée de la dépendance fonctionnelle. Et dans les modèles économiques qui ont été montrés, en fait, on ne voit que ce qui se passe dans l'année. Quand vous devenez, et on est les champions du monde de ça en France, parce qu'on est très bon en maladie aiguë, beaucoup moins bon en maladie chronique, en prise en charge, et c'est notre système de santé. Et je vous donnerai tout à l'heure mon avis sur une mesure extrêmement efficace pour modifier ça. Bien, on va avoir un impact sur la dépendance fonctionnelle qui va être majeur.
on a cette dépendance 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mesdames, à partir de 65 ans, vous avez une espérance de vie, aujourd'hui en 2025, de 23,5 ans. Mais 5 ans en dépendance sévère. Dépendance sévère, c'est que personne va être capable, là, d'aller aux toilettes tout à l'heure. Et ça surgit tout d'un coup. Alors l'impact indirect là-dedans, c'est 3-5 millions d'aidants familiales qui, tout d'un coup, sont précipités. Je vois un certain nombre de têtes grises, donc ils ont des têtes encore plus grises au-dessus d'eux, et qui doivent vivre de temps en temps l'histoire de leur père, mère, oncle, tante, qui tout d'un coup se retrouvent à l'hôpital. Plus de moyens pour en sortir. On ne compte pas les 5, 10, 15 jours de durée d'hospitalisation supplémentaire. Une grippe rajoute 5 à 10, 15 jours d'hospitalisation. Ce n'est absolument pas dans les datas du PMSI, donc impossible à évaluer. Et tout ça, ce sont des impacts indirects, absolument énormes. Je m'arrête là, on pourra en remettre un petit peu une couche tout à l'heure. Mais vous voyez, dans l'évaluation pertinence individuelle, c'est complètement sous-évalué au niveau économique. Et en termes d'impact individuel, et je parlais de pertinence au départ, donc je voudrais finir mon propos sur le coût individuel. Imaginez ce que ça peut vous faire de ne pas être capable d'aller aux toilettes tout à l'heure. Vous verrez que c'est très désagréable. Merci beaucoup pour cet éclairage qui met en lumière l'intérêt vaccination, immunisation, mais aussi diagnostic. Et je voudrais me retourner vers vous, M. Kuhn, sur l'intérêt dans le diagnostic et dans votre expérience. On voit maintenant des solutions de biologie innovantes qui apparaissent dans les urgences. On se parlait de situations peut-être plus générales, dans les urgences spécifiquement, qui permettent une meilleure prise en charge des patients, qui permettent de réduire des examens inutiles à l'hôpital, qui permettent éventuellement de réduire les coûts d'hospitalisation du patient. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un retour d'expérience sur ces solutions? Je vais passer un micro. Ouais. Alors, oui, bien sûr, je vous remercie pour cette question. Et je vous ferai part d'exemples assez concrets. Imaginez, il est 23 h, vous êtes aux urgences pédiatriques, vous avez un enfant de 3 ans qui arrive avec de la fièvre, une raideur de nuque, des vomissements, bref, une suspicion de méningite. Il y a 7 ans, face à ce tableau, nous attendions en moyenne 48 heures avant d'identifier le virus qui était à l'origine en fait de cette méningite. Aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, en 1 heure, le diagnostic est réalisé. Alors comment? Nous avons mis en place depuis 7 ans un panel syndromique sur BioFire, et pour moi c'est un véritable game changer. Clairement, vous avez 14 pathogènes détectables en 1 heure, réalisables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par n'importe quel technicien ou biologiste présent. Et ce panel, il vient bien sûr en complément de la prise en charge d'un liquide céphalorachidien, donc vous rajoutez cette détection en biologie moléculaire avec la biochimie, la cytologie, l'examen direct et la culture, et il est prescrit soit par les cliniciens, soit rajouté par les biologistes en fonction du tableau clinique. Je vais vous donner 2 exemples très concrets sur l'impact que ça peut avoir à la fois individuel et collectif. Le premier cas, sur les entérovirus, chaque année, l'été, nous avons des épidémies en pédiatrie d'infections entérovirus, c'est classique. Avant le BioFire, comme je vous le disais, pour toute recherche virale, nous devions envoyer ce liquide céphalorachidien à notre CHU de référence, puisque les techniques étaient trop lourdes à mettre en place, et nous avions le diagnostic en 24 à 48 heures. Aujourd'hui, en 1 heure, nous avons identifié le virus, et donc la question c'est qu'est-ce que ça a changé? Eh bien pour notre petit enfant de 3 ans qui a un entérovirus positif, vous stoppez l'antibiothérapie probabiliste, vous arrêtez la cyclovir aussi qui est un antiviral, vous évitez le scanner cérébral, les hémocultures, des examens de biologie inutiles, clairement, et surtout vous rassurez les patients. Et vous pouvez, dans certains cas, éviter même l'hospitalisation, lorsque les parents sont capables en fait, de reprendre en charge le patient à domicile. Au final, vous avez un enfant qui est traité différemment, une famille qui est rassurée, des examens inutiles qui sont évités, et puis pour un coût qui est relativement relatif, puisque lorsque j'envoyais ces examens au CHU de Clermont-Ferrand, qui est mon CHU de référence, le diagnostic, enfin la recherche uniquement de 4 cibles, c'était 125 €, alors que là, aujourd'hui, nous avons 14 pathogènes détectables en 1 heure. Le deuxième cas, qui est un cas médiatiquement plus important et dont on entend parler, qui est un enjeu vital pour le patient et la collectivité, c'est les méningites à méningocoque. Clairement, avant la mise en place de ce type de panel, vous aviez le liquide céphalorachidien qui arrivait, vous faisiez un examen direct au microscope,
vous émettiez une suspicion, des coccillagrammes négatifs, mais encore une fois qu'une suspicion. L'identification d'espèces prenait 24 à 48 heures en intégrant le temps de culture et le temps d'identification selon la technique que vous aviez. Aujourd'hui, en 1 heure, en fait, nous pouvons faire ce diagnostic directement à partir du prélèvement. Et ce temps, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, vous mettez en place la bonne antibiothérapie, vous orientez le patient vers un service de surveillance continue ou de réanimation selon le tableau clinique. Vous déclenchez la déclaration de maladie obligatoire immédiatement avec l'enquête épidémiologique, ce qui fait que vous recensez l'ensemble des cas contacts et vous les traitez dans la journée. Vous limitez ainsi les cas secondaires. Et le bénéfice, vous l'avez compris, il est double. Il est à la fois individuel pour le patient avec un diagnostic plus rapide, et puis il est collectif pour la santé publique. Enfin, il y a un troisième bénéfice, un troisième cas, c'est le cas des patients qui se présentent aux urgences avec un syndrome méningé, qui ont déjà pris une prise antibiotique. Alors ça, on a l'impression que ça n'arrive pas souvent, mais en final si, notamment en pédiatrie, puisqu'il y a souvent des otites. Alors on se dit, la dernière fois, on m'avait donné de l'augmentin, je remets de l'augmentin, et puis ça passe pas. Vous faites la ponction lombaire, l'examen direct est négatif, la culture sera négative, vous avez ce qu'on appelle une décapitation de l'infection. Par contre, la biochimie est en faveur et le tableau clinique est clairement en faveur. Si le pathogène fait partie des cibles qu'on amplifie, vous faites le diagnostic. Et ça nous arrive fréquemment sur des infections à pneumocoque. Et donc en conclusion, après 7 ans de recul et après avoir regardé les méta-analyses en fait, qui sont présentes et qui commencent à émerger, vous avez sur ce type de dispositif une réduction du temps de rendu de résultats avec une augmentation significative de la pertinence de l'information clinique qui est apportée, avec une prise en charge médicale qui est changée. Vous passez de 1 heure sur l'apport diagnostique à 48-72 heures. Vous avez une optimisation des thérapeutiques qui sont utilisées, avec une réduction en moyenne de 39 heures de l'utilisation d'aciclovir, donc des effets indésirables aussi qui sont en regard de l'aciclovir qu'on peut utiliser en probabiliste. Vous avez une diminution de la durée moyenne de séjour qui est évaluée à 0,76 jours. Et enfin, l'impact économique, puisqu'on est là pour en parler. Vous avez une étude de microcosting qui va bientôt être publiée, qui a été faite au niveau du CH de Valenciennes, qui évalue à peu près à 1 700 € le gain sur la prise en charge de méningite d'origine virale et à 530 € pour une méningite d'origine bactérienne. Donc vous avez bien la preuve qu'une innovation va être générateur d'une efficience, elle va améliorer le diagnostic, la prise en charge des patients, les thérapeutiques, la réduction des coûts. Et ce diagnostic in vitro innovant, il ne doit pas être considéré comme une dépense, mais plutôt comme un investissement qui va rapporter immédiatement, en fait, d'un point de vue médical, économique et humain, bien sûr. Super, merci beaucoup. Très utile d'avoir l'expérience concrète. Donc on a parlé immunisation, vaccination, on a parlé diagnostic. Le troisième thème dans les cas d'usage, c'était le thème de l'observance. Donc je tourne vers vous, professeur Patak, sur les maladies cardiovasculaires. Le taux de non-observance, si je lis bien, dépasse les 60%. Et donc ce sur quoi on voulait vous entendre, on a entendu Sandrine commenter l'énorme retour sur investissement, en fait, d'améliorer le niveau d'observance, c'est de vous entendre sur les barrières. Qu'est-ce qui empêche en fait les patients et puis les leviers pour améliorer l'observance, pour du coup faire en sorte que le bénéfice patient soit supérieur et les coûts puissent baisser. Oui, alors moi je vais utiliser l'exemple de mon collègue. Je ne sais pas combien de gens dans la salle ici n'iront pas aux toilettes à la pause, mais on va dire qu'il y en a au moins 30% qui sont hypertendus. Bon, c'est les chiffres, hein. 30%, voilà, 1 sur 3, peut-être un peu plus au vu de la couleur des cheveux, et j'en fais partie. Et 50% des gens qui sont ici, qui sont peut-être hypertendus ou qui ont du cholestérol, 50% ne prennent pas leur traitement. Donc en fait, c'est une lapalissade, mais les traitements ne marchent que si on les prend. Bon, donc déjà, mais ça peut vous paraître risible, mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'on parle d'abord d'un comportement. L'adhésion ou même l'observance qui englobe toutes les étapes de l'adhésion, c'est-à-dire à partir du moment où on va chez le docteur, y aller, ne pas y aller, il fait une prescription, je la prends ou je ne la prends pas, je peux la jeter en sortant du cabinet, je vais chez le pharmacien, j'achète des médicaments, je peux ou ne pas les acheter, je les ramène à la maison, je les prends ou je les jette dans le lavabo, d'accord, je les prends tous les jours, je les prends 1 jour sur 2, ou je les prends que pendant les vacances. En fait, on est en train de parler de ça. Donc la première chose, c'est l'adhésion, c'est un comportement. Et c'est très dur de lutter contre un comportement. Je prends l'exemple de comment on se comporte sur la route. Il y a des gens qui mettent la ceinture, d'autres qui ne la mettent pas, etc. Bon. Donc ça, c'est, je pense, déjà une difficulté majeure.
Parce qu'à la différence de ce qu'on vient d'évoquer, où on a des outils factuels, un dosage de médicaments, un test diagnostique, une action vaccinale, on sait qu'on a vacciné, on sait qu'on a injecté, on ne peut pas y échapper. L'adhésion, c'est un comportement. Mais effectivement, dans une stratégie d'efficience, c'est un comportement qui a un coût, mais qui a aussi des avantages et des inconvénients. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que de façon très paradoxale, on peut parfois être non adhérent, c'est-à-dire ne pas prendre le médicament de façon justifiée. Vous avez un anticoagulant et vous saignez du nez ou de la bouche, ben, vous ne le prenez pas, vous avez raison de ne pas le prendre. Deuxièmement, ce comportement, il peut être quantifié, tout simplement en dosant les médicaments dans le sang ou dans les urines. Mais ça reste une pratique coûteuse qui n'est pas disponible partout. Et ça, c'est une des limites de tous les travaux qu'on fait sur l'adhésion. On fait des travaux sur un comportement, donc c'est quelque chose de qualitatif, sans outils quantitatifs. Donc c'est que du descriptif ou c'est de l'information rapportée et on essaie d'y associer des effets qu'on peut mesurer, que ce soit les coûts. Donc probablement que ce que vous rapportez, ça sous-évalue la réalité. Ensuite, effectivement, il y a des raisons à ce comportement. Et donc moi, j'invite, il y a énormément d'acteurs industriels, je crois qu'il faut qu'il y ait une division patient, on en parlera dans une industrie, quelle qu'elle soit, et dans cette division patient, il faut qu'il y ait une division qui s'intéresse au comportement vis-à-vis de ce que vous offrez. Puisqu'in fine, si on n'achète pas le médicament, si on n'a pas recours à un test, si on ne met pas en place un écosystème qui évalue l'adhésion, eh bien on reste dans l'inconnu. Donc il y a, je pense, un premier plaidoyer, c'est de dire qualifions, quantifions ce comportement, quel que soit le niveau d'intervention dans lequel on est, soignant, prescripteur, celui qui délivre le médicament, celui qui suit la maladie. Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce qu'on est non adhérent? Pourquoi est-ce qu'il y a cette rupture? Puisqu'on veut tous bénéficier d'un traitement, on a tous envie d'être pris en charge, de ne pas avoir de complications, d'évoluer favorablement. En fait, il y a plusieurs mécanismes ou leviers qui expliquent cette non-adhésion. Ça va de l'accès aux médicaments, un pays dans lequel le médicament n'est pas remboursé, où il est difficile d'accès au niveau éducatif d'un patient, ça va de la disponibilité des soignants à la compréhension de la maladie, la politique de santé d'un pays. En fait, il n'y a pas un élément de l'organisation de soins qui n'a pas d'effet sur ce comportement-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a une stratégie qui doit poser sur chaque étape de ce petit fil conducteur. Troisièmement, est-ce qu'il y a des solutions? Il y a des solutions industrielles. Et donc, vous rappeliez les vaccins. Le vaccin, c'est un très bon outil pour lutter contre la faible adhésion. Parce que vous vaccinez quelqu'un une fois, vous êtes sûr que c'est fait, puisque c'est vous qui le faites. On ne peut pas y échapper, hein, à moins de courir très vite. Mais pour vos patients, ils ne courent pas trop vite, donc ça va. On les rattrape. Mais donc, vacciner, voilà, voilà, pas certain. Donc, vacciner, c'est un très bon outil pour lutter contre la faible adhésion. Et de façon plus technique ou industrielle, il y a, je dirais, 3 autres outils. Donc la vaccination, effectivement, c'est un très bon outil pour lutter. Donc on peut imaginer que des médicaments qu'on transformerait en vaccins seraient des outils intéressants pour lutter contre la faible adhésion. Des choses très simples qui sont la combinaison des comprimés. En fait, on sait qu'il y a une relation entre le nombre de comprimés que vous prenez et votre capacité à les prendre. Dans l'hypertension, par exemple, on sait qu'un patient sur 2 qui a plus de 3 médicaments sur l'ordonnance ne les prend pas. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que vous voyez quelqu'un parce qu'il n'est pas contrôlé, vous rajoutez un médicament qui est le 4e, en fait, vous savez que vous induisez un changement de comportement de la non-observance et il va revenir, vous allez lui rajouter un 5e. Donc, combiner les médicaments, mais je vais plus loin, combiner les médicaments de la pathologie ou des pathologies. On pourrait imaginer avoir des combos dans lesquels il y a un médicament du diabète, un médicament pour le cholestérol, un médicament pour l'hypertension, on ramène 3 comprimés en un. Troisième pilier après la vaccination et les combos, ça serait de développer des médicaments qui ont des durées d'action longues. Alors pas des vaccins, mais il y a maintenant des nouvelles technologies avec les siRNA, une injection tous les 6 mois pour le cholestérol, une injection tous les 6 mois pour l'hypertension artérielle. Et quatrième pilier, on pourrait dire, c'est le recours à l'intervention technologique, c'est-à-dire de transformer la prise en charge d'une pathologie par médicament à une prise en charge qui serait une prise en charge technologique, c'est-à-dire une intervention. On peut limiter la progression d'une lésion d'athérosclérose en contrôlant la tension, le cholestérol, le diabète. On peut aussi mettre un stent. Bon, ça ne résout pas tout parce que ça ne résout pas le comportement, mais par contre, ça peut être une stratégie où on sait que c'est un one-shot, c'est fait, c'est administré, ça traite.
Merci professeur. Alors avant de passer la parole aux patients, parce qu'effectivement maintenant on est très curieux de vous entendre, tu voulais... Oui, j'ai pris le micro parce que je voulais rebondir si c'était possible juste sur 2 tout petits points. Le premier, vous avez parlé de sous-évaluation et de sous-estimation, et ça c'est ressorti à peu près dans tous les échanges préparatoires qu'on a eu avec vous. Les chiffres qu'on vous a montrés, c'est pas pour faire peur ou se dire qu'il fallait qu'on trouve un chiffre important. Ils sont sous-évalués, on a été très conservateurs et vous l'avez tous dit, donc on est plutôt sur une fourchette basse. Et je voulais juste rebondir sur le deuxième point des associations fixes et des longues durées qui aujourd'hui, d'un point de vue évaluateur, ne constituent pas une innovation et donc ne sont pas valorisés par l'évaluation HS ni par le prix. Et donc ça, c'est une vraie contradiction parce qu'en fait, comme on n'identifie pas de différence clinique dans l'évaluation en termes de résultats, et ben les gains sur l'adhérence, les gains sur la réduction de coûts, les effets autres, ne sont pas reconnus aujourd'hui dans le niveau des innovations. Je crois que là, il y a un vrai trou dans la raquette. C'est-à-dire que autant on a une sorte de croyance juste que l'innovation technologique change la donne, mais ça c'est une innovation technique, on va dire, qui change la donne. Et on a été un des parents pauvres lorsqu'on regarde à l'échelle du monde la mise à disposition des combinaisons ou des associations fixes remboursées dans des indications assez larges. On a été un peu à la traîne par rapport à d'autres pays. Et moi je crois que ça c'est une des explications de l'épidémiologie. Il y a le pic hivernal, mais on voit aussi que par exemple pour l'hypertension, le contrôle de la pression artérielle se dégrade en France. Ça touche principalement les femmes et les sujets les plus jeunes et nos concitoyens des DROM. Donc il y a un vrai prix à payer à la non-adhésion dans des populations fragiles et vulnérables et pour des stratégies qui sont disponibles ailleurs avec des datas ailleurs. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un effet avant-après combinaison. C'est 10 ans après l'Italie, oui, les associations fixes. Donc. Alors, on va revenir dans la table 2 sur les réformes et les mesures audacieuses qui sont nécessaires parce qu'encore une fois, il y a de la data. Et merci d'avoir illustré avec des cas extrêmement pratiques. Je pense qu'on vous a tous écouté avec attention. Alors, je me tourne maintenant vers la voix des patients parce que ça nous intéresse. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, il y a les solutions industrielles, effectivement, et on peut faire toujours mieux. Il faut absolument qu'on construise ces solutions avec la voix des patients. Il y a aussi, effectivement, des médicaments qui sont disponibles, parfois qui ne le sont pas. Il y a un chiffre qui n'est pas encore assez connu et on ne fera que le répéter, mais il y a aujourd'hui en France 40% des molécules qui sont approuvées en Europe qui ne sont pas disponibles en France. Et on ne parle pas de molécules qui sont superficielles, on parle de molécules qui sont pour des maladies chroniques, des maladies extrêmement sérieuses. Donc voilà, ça nous interpelle tous et on va y revenir dans un instant. Mais voilà, on aimerait vous entendre sur peut-être ces 2 sujets. Ces solutions industrielles qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment dans les mains des patients. Et quelle est votre vision finalement par rapport que ce soit sur la prévention, que ce soit sur le diagnostic? On a les situations, on a les chiffres et malheureusement on n'arrive pas à les mettre en action. Alors qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous ce matin? Bien sûr, je vous remercie déjà pour cette introduction et puis on remercie aussi tous les orateurs de ce matin. En qualité de présidente d'association, effectivement, le sujet est complexe. Il est complexe parce que qu'est-ce qu'attend le patient en réalité, puisqu'on est tous patients ou on sera patient. Donc on a besoin de visibilité de la prise en charge, de réactivité et de coordination dans le parcours de soins. Effectivement, le patient, quand il arrive à l'hôpital, il a besoin tout de suite qu'on lui dise qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'on va faire de lui et comment il va s'en sortir aussi, parce que ça, c'est important. Par rapport, alors moi j'ai un parcours particulier puisque j'interviens pour le sepsis. Le sepsis, alors ce n'est pas une pathologie, c'est un processus donc, qui intervient lorsqu'on a une infection, donc bactérienne ou virale, et c'est l'immunité, enfin c'est la réponse de son immunité qui se dérègle et qui répond de manière dysrégulée. Et là, on peut aller jusqu'au décès malheureusement. Il faut savoir que le sepsis est quand même une urgence et priorité mondiale, mais on peut également éviter ces décès si on fait le nécessaire avec une prise en charge optimale. Et pour répondre à cette prise en charge optimale, là est la question, c'est a-t-on des outils pour pouvoir détecter précocement, même en ville, avant d'arriver à l'hôpital, pour que ce patient soit orienté le plus rapidement possible dans l'unité adéquate? Alors la réponse est oui. Ça existe, mais le problème, c'est que c'est sous-estimé par les professionnels de santé. Alors, ça a été mon cas. Malheureusement, j'ai perdu mon fils, alors une parenthèse, donc il y a quelques années, d'une péritonite appendiculaire.
Donc en fait, il avait une péritonite qui n'a pas été détectée, malheureusement. Et arrivé aux urgences, on a fait juste un bilan sanguin qui aurait pu révéler que il fallait le prendre en charge rapidement. Ça n'a pas été fait. Donc ça a donné lieu à un mauvais diagnostic, une mauvaise prise en charge. On s'est retrouvé dans une chambre d'hospitalisation qui n'était pas la bonne en fait, puisqu'il aurait dû être surveillé et même supplier ses organes avant qu'il fasse un choc septique et voir le décès. À partir de là, j'ai voulu quand même faire des recherches pour comprendre qu'est-ce qui se passe aux urgences, parce que ça a été ma question. Est-ce qu'on avait des outils? Bien entendu, il y avait des tests, par exemple la procalcitonine qui pouvait donner déjà une idée et placer le patient en unité de soins intensifs ou de réanimation. Alors je dirais que oui, le levier pour prendre en charge est aussi économisé, parce que dans le cas du sepsis, la prise en charge, lorsqu'on arrive en choc septique, il faut savoir que la réanimation, elle est coûteuse. On a une chance sur deux que le patient s'en sorte. Hein. On ne sait pas s'il peut être sauvé ou pas, mais le coût est énorme. Et on peut faire malheureusement des économies, ne serait-ce qu'au début du parcours, par exemple en ville ou même aux urgences. Voilà, pour l'association et pour même plusieurs associations de patients, je pense qu'il faut mettre, en tout cas les tests in vitro. Donc pour nous, c'est nécessaire et même primordial pour pouvoir avoir une prise en charge de qualité et surtout sauver la vie du patient. Donc oui, je dirais, je le confirme, que les outils peuvent être un levier, en tout cas pour la rentabilité et aussi pour sauver le patient. L'objectif, c'est de sauver le patient. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre vision finalement très, très constructive, partie de votre histoire personnelle. Donc on ne peut que, en tout cas, vous remercier pour votre engagement quotidien avec les autres associations de patients. Alors je vais tourner vers vous, Monsieur Barthélemy, sur la vision de la DGS finalement par rapport à ce qui a été dit en termes de solutions des différents industriels, la voix des patients, la voix des professionnels de santé. Je vois que vous avez pris pas mal de notes. Donc on vous écoute maintenant pour partager votre vision sur ces différents sujets. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité et permis du coup de rebondir sur toutes les interventions intéressantes et pertinentes qui ont été faites. Si ça vous va, peut-être je rebondirai peut-être en macro sur mon ressenti, peut-être sur la présentation, et puis peut-être redécliner ce qui est mis en place par l'État et particulièrement par la Direction générale de la santé. Peut-être effectivement, à titre personnel, j'étais un peu, mais on l'avait évoqué en briefing, un peu choqué par la slide sur le 12,7 milliards associé à une notion d'immobilisme, d'inaction. Bon, je pense que en fait, ça renvoie quand même à dire que l'ensemble de nos équipes au quotidien soit ne font rien, ce qui est quand même loin d'être le cas, soit qu'il y aurait des solutions faciles auxquelles on n'a pas pensé ou qu'on n'a pas mis en place. Donc c'est vrai que ou que les professionnels de santé au quotidien ne sont pas suffisamment mobilisés ou feraient mal leur travail pour on va dire, davantage accompagner les patients, mieux les tester, etc. Donc, bon, évidemment, je sais où j'interviens, donc je sais qu'effectivement, il y a un petit parti pris. Mais voilà, moi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que tout ça est compliqué, évidemment, on peut faire mieux et on peut aller plus loin et on peut avoir une prise en charge qui est plus efficiente. En tout cas, il faut être clair que l'ensemble des services de l'État sont mobilisés au quotidien pour, on va dire, trouver des solutions. Peut-être dans le détail, on a évoqué le sujet des pathologies de l'hiver, qui est un point très important sur lequel on travaille beaucoup. On travaille beaucoup avec les laboratoires, on va dire même au quotidien, sur le sujet de la bronchiolite. Je pense que c'est une des belles histoires récentes sur lequel l'action de l'État et des industriels en synergie a permis quand même de faire arriver très rapidement sur le marché français des solutions de prise en charge qui ont eu un impact concret. Alors dans les études, j'ai regardé, vous avez évoqué les chiffres de l'année dernière, les chiffres récents de la saison 24-25 sont quand même très bons. On a vacciné, immunisé près de 450 000 enfants sur des corps de 650 000 patients. Donc c'est vrai que pour
une pathologie où on n'est pas sur quelque chose d'obligatoire, contrairement à un certain nombre de pathogènes. Donc on peut dire quand même que les professionnels au quotidien se mobilisent pour emmener leurs patients, que l'État a investi quand même pour communiquer, pour inciter les patients à avancer et à aller se faire vacciner. Et on travaille bien, on va dire, avec les différents laboratoires concernés pour voilà, mieux communiquer, mieux mobiliser. Donc, enfin, ce point-là, c'est quand même une belle réussite. Je n'ai pas l'impression qu'on est sous-investi. Et en tout cas, je pense qu'on est entre 100 et 150 millions d'euros par l'assurance maladie qui sont mis. Donc, c'est quand même une somme qui est pas négligeable, qu'il fallait mettre, hein, mais en tout cas qui a eu des impacts positifs sur le système de santé, donc on est très content. Sur le sujet grippe, alors on est très mobilisé également, c'est un sujet qui objectivement est compliqué, on vaccine 11 à 12 millions de personnes chaque année, 10 millions qui sont dans la cible, on pourrait aller bien plus loin, sincèrement on essaye de communiquer, on sait que les professionnels sont mobilisés, ça n'a pas été trop évoqué, mais il y a quand même un sujet de défiance vis-à-vis du produit. Il y a un sujet quand même de désinformation autour de l'intérêt de ces produits-là qui est contre laquelle on essaie de lutter. Le ministre, notre ancien ministre a lancé une mission contre la désinformation en santé. Ça nous paraît absolument essentiel sur ces points-là d'avancer et de trouver des solutions, parce que finalement, si les gens ne vont pas se faire vacciner, et donc si on n'arrive pas à capter les sources d'économie qui peuvent en être dégagées, c'est pas parce que l'État n'investit pas dans les vaccins et ne sécurise pas les approvisionnements, c'est parce qu'on a du mal à mobiliser la population. Après, peut-être qu'on en reviendra après, je pense qu'on peut aller plus loin dans les, dans les solutions. Et puis après, dire quand même que il n'y a pas une absence de pilotage de la campagne au fur et à mesure chaque année, c'est-à-dire qu'on reçoit chaque semaine les données de consommation, on sait exactement où on en est, on sait quand une campagne démarre mal. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on fait derrière une fois qu'on sait que les patients n'y vont pas, qu'on a écrit 3 fois aux professionnels de santé via l'assurance maladie, via différents canaux de communication pour qu'ils n'hésitent pas à communiquer auprès de leurs patients pour les vacciner. On a augmenté les effecteurs. Tout ça n'a pas eu un effet si important que ça sur la vaccination. On a déplacé le lieu de vaccination, mais on n'a pas nécessairement augmenté. Donc c'est quand même, il y a un sujet on va dire de pédagogie à faire au niveau des patients qui est pas complètement simple. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de choses hyper intéressantes qui ont été dites sur les tests. Alors ça, effectivement, c'est un levier d'efficience sur lequel il faut qu'on arrive à avancer. Il y a eu des premières mesures qui ont été mises en place il y a 2 ans sur l'angine, la cystite, où on a permis aux pharmaciens de mettre à disposition directement après la réalisation d'un test dans ces cas-là. Ça a permis d'éviter des consultations, ça permet potentiellement d'éviter des hospitalisations si jamais c'est pris suffisamment à temps. Donc c'est des mesures positives. On n'a pas encore fait complètement le bilan sur les gains. Donc je pense que sur ça, il faut qu'on aille plus loin. Il y a l'idée d'aller prolonger l'expérimentation OSIS sur un certain nombre de champs. Donc ça, c'est une annonce qui avait été faite par l'ancien gouvernement. Donc, mais en tout cas, au niveau service, on continuera à travailler sur ce point. Et enfin, sur l'observance, j'ai noté qu'il y avait un certain nombre de solutions d'ordre très industriel, donc on compte sur vous pour ces développements. Par ailleurs, on sait qu'il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui sont mis en place, qu'il y a des moyens qui sont mis pour permettre aux pharmaciens d'officine de prendre le temps auprès des patients pour les accompagner et les conseiller pour améliorer l'observance. Mon seul point, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ça, ça va mettre je pense que c'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple de trouver des solutions. Et en tout cas, je pense qu'effectivement les chiffres sont importants et qu'on peut aller bien plus loin. Mais voilà, sur les solutions, je pense qu'il y a. Enfin, on pourra en reparler peut-être. Merci. Alors, nous, c'est pas si simple, mais on amène quand même des solutions, hein, comme vous le voyez, qui nous paraissent assez pratico-pratiques. Et je pense que
s'il y a un seul parti pris qui est le nôtre, en tout cas, j'imagine, et je me fais un peu le porte-parole de tout le monde ce matin, c'est de trouver des solutions pour les patients et pour le système de santé, pour la soutenabilité de notre système de santé. Donc, en tout cas, moi, c'est le parti pris qu'on prend avec nos rencontres, et il n'y en a pas d'autres pour cette discussion. Je voyais un peu réagir sur les propos qui ont été dits, parce que, effectivement, il faut de l'efficience, il y a des solutions. Il faut de l'innovation aussi de notre côté des industriels, ça a été dit. Il faut que cette innovation elle soit aussi reconnue par les différentes autorités de santé, parce que ce développement et ces nouvelles coformulations, c'est pas gratuit, ça a un prix. Donc si elles sont pas reconnues à la fin, ça va pas aller très loin. Donc je pense qu'il faut que tout le monde évolue notamment dans ces mentalités. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que je vous ai senti un peu sur les solutions. Restez stoïque sur votre chaise. Donc. En fait, je vous remercie, bien sûr. Je vais peut-être être un petit peu brutal. En fait, j'essayais, je suis à Paris, donc je vais parler du PSG. Donc, c'est ce que vous m'avez expliqué. Pour moi, ça m'a évoqué ça tout de suite. C'est, en fait... quand on a tous les meilleurs joueurs du monde, on va gagner. Et en fait, Paris a mis beaucoup de temps, et même quand un des meilleurs joueurs du monde est parti, eh bien, on a gagné. Alors, enfin, vous avez gagné, PSG a gagné, on va dire. Pas du tout pareil. Ça veut dire que quand on a la meilleure équipe, on va dire les professionnels de santé, tout ça, etc., qu'on dit faut jouer au foot, quoi, c'est facile, on gagne. C'est un peu ce qui se passe sur la politique vaccinale en France. On a des très bonnes recommandations. J'ai plein de collègues qui font partie du comité. On n'a aucun problème avec ça. On a une campagne extraordinaire qui dit faut vous vacciner. Vous vacciner. Et donc, on a fait le job. Ce que j'entends depuis à peu près 25 ans que je travaille sur le thème. Alors, il faut qu'on arrive à trouver un calage entre les gens qui décident de faire des actions spécifiques et les données. Je vous rappelle que le Covid, on a dit « faut vous vacciner ». Au mois de... Je vous donne l'exemple de l'hésitation vaccinale, puisqu'on appelle ça la réticence en français, pardon. Covid, mois de septembre 2020, une éminente collègue publie le fait que les gens en France, ils ne veulent pas se vacciner, on est les plus réticents du monde. Le fin décembre, Olivier Véran dit on va prioriser les gens âgés dans les EHPAD, etc. Pour vacciner dans les EHPAD, l'organisation est tellement efficace qu'on arrive pas on est le seul pays en Europe pratiquement à ne pas avoir réussi à vacciner les 100%. Alors, on se dit, tiens, c'est quand même bizarre comment ça se fait. Et puis, surtout, il y avait une telle hésitation que tout le monde, à partir du moment où on leur a dit, vous n'y avez pas droit tout de suite, ont voulu aller se faire vacciner. Il y avait une hésitation vaccinale majeure qui fait que, avec ce qui s'est mis en place autour de la vaccination, on a réussi à vacciner au moins une dose 80% de la population française, qui tout d'un coup redevient hésitante. Alors, il y a des études. On a fait des tonnes d'études. Il y a 3 à 4% des gens en France, comme à peu près partout dans le monde, qui sont, en anglais on dit staunchly opposed, ça veut dire très réticents, très opposés. Vous avez 30% de croyants comme ça, qui vont sans réfléchir, et puis vous avez 50-60% de ça dépend. Alors ça ne veut pas dire que ça dépend, non, mais ça dépend du temps, ça dépend de l'organisation sanitaire, ça dépend de... Alors je vous mets au défi de me donner l'organisation sanitaire qui permet à un professionnel de santé de vacciner à domicile. Avec par exemple sur le Covid où on est encore à 6 doses. Vous arrivez, vous ne savez pas s'il veut pas, on en ouvre. Alors sur l'efficience, c'est extraordinaire. On arrivait à dire, c'est pas grave, on en jette 5. Hein. Rendez-vous compte. Donc on a des solutions assez simples, c'est de dire il y a un problème organisationnel qui est prépondérant, et dès qu'il y a un problème organisationnel, on dit c'est la faute de l'autre. En fait, c'est la faute d'un peu les deux. On va regarder, et je dis le jour où on aura réglé le problème organisationnel, peut-être qu'on pourra dire là, il y a une frange de ces 50-60% qui peuvent... Et donc, on
comment on doit faire? En fait, il faut mettre tous les acteurs de l'écosystème, ce que vous essayez de faire là un petit peu, mais en vrai, en comité opérationnel, sur le terrain. Et on donne sur le terrain, et ça c'est au niveau des départements, où il faut créer des commissions techniques, où on met des usagers, où on met les acteurs, les experts, où on met les effecteurs, les URPS, les conseils, les CPTS, etc., au sein de ce comité, et qui va dire, voilà moi en Isère, voilà les freins que j'ai pour aller vacciner, parce que je ne l'ai pas. Donc on a ce problème-là. On a ce problème de traçabilité. Je vous mets au défi d'avoir des données en temps réel de l'épidémiologie et de la traçabilité de la vaccination. Et on publie a posteriori des données d'efficacité. Sachez que les datas de virologie ne sont pas liées aux datas du PMSI. Donc vous ne pouvez pas faire à titre individuel, il a été vacciné et donc il a été protégé, etc. Problème de data, et il faut une plateforme en France efficace qui permette de faire de la surveillance épidémiologique tout en regardant les données de santé qui nous permettent des actes de biologie, etc., qui permettent de faire ça. Si on ne fait pas ça, quel feedback on donne aux professionnels de santé qui donnent d'eux-mêmes, alors on va dire, pour lutter contre l'hésitation vaccinale, en disant vous avez bien travaillé parce que cette année, vous voyez, on a moins de grippe nosocomiale, on a moins de VRS, on a moins de ça, parce que vous êtes investi dans le temps que vous avez mis à, on va dire, motiver les gens, parce qu'on ne convainc pas les gens, on les motive dans l'entretien motivationnel. Donc on a ces éléments-là. Puis je vais finir par un truc, mais très compliqué. Il y a à peu près 3 600 000, 4 millions maintenant de gens de plus de 75 ans qui sont hospitalisés. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ils ne sont pas vaccinés à l'hôpital? Alors je vais vous le dire. Ma directrice, quand je lui ai dit « vous pouvez vacciner », je dis « moi je peux vacciner, je vais faire un accord, je vais être obligé de faire un accord avec la sécurité sociale locale, parce que quand vous êtes à l'hôpital et vous vaccinez, l'hôpital n'est pas payé. » 4 millions de personnes hospitalisées de plus de 75 ans. Je prends les plus de 65 ans. On arrive à 6-7 millions. On en rajoute 5 millions. Alors vous voyez les occurrences, c'est assez facile. Quand on dit il n'y a pas de problème organisationnel, pour recevoir une seule injection de vaccin antigrippal, antipneumococcique, alors je reviendrai sur le VRS, parce qu'on ne l'a pas, eh bien, il faut voir 7 professionnels de santé. Il faut avoir vu 7 fois un professionnel de santé. Ça veut dire vraiment que les professionnels de santé, ils se mobilisent beaucoup. Non, ils ne se mobilisent pas, mais parce qu'on ne leur donne pas les moyens de se mobiliser. Donc, je pense qu'il faut revenir à des choses très claires de terrain, qu'on arrive à travailler ensemble sur ce qui se passe. Et puis, par exemple, si demain, c'est assez simple, je crois qu'il va y avoir quelqu'un de la CNAM bientôt qui décide qu'on peut payer les vaccins pour les gens qui sont hospitalisés, on va avoir plus 5 millions de vaccinés d'un coup. Alors non, pourquoi ce ne sera pas comme ça? Parce qu'en fait, on n'organise pas à l'intérieur de l'hôpital la campagne vaccinale. En fait, je vous dis que c'est possible, puisque moi, c'est comme ça que ça se passe, dans mon unité. On est à 70-80% de couverture vaccinale. Donc vous voyez, une mesure extrêmement simple, extrêmement efficace, vous dites ça, on est tous prêts à les vacciner. Alors dans cet esprit collectif, puisque c'est bien l'objet de cette table ronde, d'avoir des discussions industrielles, professionnelles de santé, patients, sur comment on adresse ces problèmes qui sont parfois compliqués, on les adresse de façon collective. Je voulais aussi vous entendre, M. Kuhn, vous avez parlé tout à l'heure sur le diagnostic de coûts ou d'investissement, et comment vous voyez des freins potentiels ou des solutions pour déployer ces solutions de biologie de façon plus large, dans une logique, encore une fois, d'efficience et d'amélioration du parcours de soins patients. Alors c'est bien la question, et je rejoins, c'est la même problématique en parallèle que la vaccination, et on va parler des modes de financement qui sont différents. Ce n'est pas une question qui est technique, c'est les innovations, elles existent, elles fonctionnent. Le vrai frein, en fait, c'est le financement ou les modalités de financement. Et je vais pas tenir des propos comme quoi c'est simple. Quand on se positionne uniquement en tant que biologiste, on peut se dire que tout est simple. Je suis président de CME, donc président de CMG. Au quotidien, le financement de l'établissement et de mon GHT m'occupe à temps plein. Et on voit bien que les parcours sont complexes, avec des intervenants complexes. Et
un millefeuille de financement en fonction du parcours du patient qui est si compliqué. Mais bon, pour revenir sur les innovations, la question c'est comment intégrer ces innovations dans nos parcours de soins alors que notre modèle de financement ne les prévoit pas. Ça, c'est la première étape, comment on les fait rentrer. Et après, comment on les maintient en routine alors qu'il n'y a pas de mode de financement en fait, qui permet. Et je vais vous donner encore une fois 2 exemples assez simples pour illustrer tout ça. On va reprendre l'enfant de 3 ans qui avait une méningite à entérovirus. Donc elle est diagnostiquée en 1 heure. On évite l'hospitalisation, donc on économise 1 700 € sur le parcours de soins pour un investissement d'un peu plus de 100 €. Mais par contre, il y a un grand paradoxe, c'est que comme le patient n'est pas hospitalisé, il passe juste aux urgences, donc on a un forfait urgence qui est valorisé à 50 €. En fait, on a le coût du dispositif in vitro qui va être supérieur à la valorisation de son passage. Donc là, maintenant, c'est comment on maintient cet acte qui aujourd'hui fait partie du référentiel des innovations hors nomenclature, qui est un dispositif qui permet de financer temporairement l'innovation. C'est comment, lorsqu'il va passer en droit commun, on va pouvoir en fait assurer sa supportabilité. Aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme de financement pérenne qui existe, puisque pour ces actes en sortie de RIHN1, chez les patients hospitalisés dans le secteur public et aux urgences, aujourd'hui, ça serait la réintégration dans le forfait des urgences ou dans le GHS. Donc ça va entraîner 3 choses. Une perte de chance pour le patient, puisque comme ce n'est pas financé, le risque c'est que les hôpitaux ne les utilisent plus. Une rupture d'égalité d'accès aux soins quand même entre le secteur public et privé. Et puis une autre, ça c'est une remontée de terrain de mes confrères. On revient à l'âge de pierre de la biologie hospitalière, puisqu'on avait intégré pendant 7 ans de la technologie qui permettait d'améliorer le parcours de soins, et on se retrouve pour une question de financement en silo de ne plus pouvoir l'utiliser. Le deuxième exemple, c'est l'oncohématologie. Donc là, un patient qui va être hospitalisé en hôpital de jour, donc juste ponctuellement sur une journée, pour faire son diagnostic d'hémopathie, donc cancer du sang, on va utiliser ce qu'on appelle un NGS myéloïde, donc un séquençage en fait de sa tumeur liquide, afin de voir quelles mutations sont présentes, ce qui permet d'évaluer, de faire à la fois une partie du diagnostic, mais surtout le choix des lignes thérapeutiques, puisqu'on va identifier les premières lignes de résistance. Cet examen, il est coté en moyenne 1 600 €. Un hôpital de jour, c'est 500-800 € en fonction de comment on le cote, avec un GHS, c'est-à-dire que tout est compris dedans. Donc vous avez un examen qui va coûter 2 à 3 fois plus cher que le coût, enfin la facturation de son hospitalisation en entier, sans compter le travail des infirmières, l'hospitalisation, le médecin, toutes les autres choses. Alors aujourd'hui, il est financé partiellement par cette enveloppe RIHN à hauteur d'à peu près 50%. Mais demain, quand ça va passer en droit commun, comment est-ce qu'on va faire pour assurer la supportabilité de cet examen qui aujourd'hui est en routine? Il est essentiel pour faire le diagnostic et éviter des lignes thérapeutiques qui seront résistantes, donc inutiles, donc des coûts, et puis de l'espérance de vie quand même. Et donc voilà, ça c'est la vraie question. Et le paradoxe, il n'est pas nouveau. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec l'industrie du médicament, puisqu'il y a quelques années, il y a eu cette même problématique qui s'est posée en France avec l'apparition du traitement contre l'hépatite C. Un traitement très onéreux, très très efficace, qui changeait en fait les lignes et qui re-questionnait la supportabilité, à la fois pour les acteurs, les professionnels de santé, les industriels, et puis les payeurs. Et le secteur du médicament a trouvé une solution. Je pense qu'on devrait pouvoir trouver une solution pour le diagnostic. Et la réelle question, c'est comment intégrer de façon pertinente ces examens. Eh bien, alors, la réponse est simple, mais la mise en place complexe. C'est transformer notre mode de financement sur la biologie médicale sur la pertinence. Le bon acte au bon moment avec la bonne valorisation. Ça signifie 3 choses. C'est intégrer dans le parcours les délais de rendu de résultats ou les nouvelles informations biologiques qui sont données, qui vont changer le parcours du patient du fait de cet apport. Alors ça ne sera pas tous les examens, ça ne sera pas tout le temps, on est d'accord, mais c'est lorsque l'impact médical et médico-économique va être important et démontré, ce qui permet de faire moins mais mieux valoriser. Il va falloir adapter le modèle de financement en fonction du secteur avec 2 grands principes. Vous avez l'hôpital. Le rapport IGAS proposait de faire une liste en sus pour les actes qui étaient innovants. C'est une solution qui peut être temporaire,
mais à mon sens, elle n'est pas pérenne. La vraie solution, c'est la revalorisation des GHS et des forfaits en intégrant en fait ces actes innovants. Et là, je rejoins mon collègue sur les datas. Il faut absolument faire remonter dans les parcours fiche-comp, car c'est un peu technique, mais c'est dans le PMSI, faire remonter toutes les données de biologie, ce qui permettra d'avoir une réelle traçabilité des examens de biologie qui sont faits, et puis d'adapter nos GHS en fonction des guidelines et de réévaluer. Alors on a toute une complexité que les DIM peuvent faire avec des niveaux de gradation de GHS, on peut mettre plein de règles du jeu et elles changent tout le temps, mais ça c'est faisable. Et puis sur la partie ville, tant que la nomenclature des actes de biologie médicale restera à une cotation à l'acte technique, on va avoir cet effet inflationniste qui va induire une régulation coût-volume, qui va clairement bloquer le système dès qu'on va parler d'actes innovants qui sont par définition plus onéreux. Il va falloir passer à une logique de pertinence qui va être basée sur des indications très précises, la valorisation de l'impact dans le parcours du patient, qui à mon avis est fondamental sur le coût de l'examen, et puis le délai de rendu de résultat. Ça a été extrêmement efficace pendant la période Covid, puisque toutes les PCR étaient rendues en temps et en heure, sinon elles n'étaient pas cotées. Ce qui permet, mine de rien, d'avoir une efficacité et de garder une prise en charge ambulatoire, puisque c'était le sens de la problématique, hein, c'était de garder les patients en ville le maximum de temps pour éviter les coûts. Il y a une étude de l'adresse qui avait montré que 20% des patients passaient aux urgences pour un défaut en fait, d'accès à des examens complémentaires, que ce soit de la biologie ou de l'imagerie médicale, notamment à partir d'une certaine heure, où on n'a plus accès à cette problématique-là, et le patient, eh ben justement, il est un petit peu grave, eh ben on l'envoie aux urgences pour accéder à un plateau technique. Je reviens, oui, donc éviter tous les effets inflationnistes. Et sur la partie biologie délocalisée, l'IGAS avait fait un chapitre dessus. On a un coût de la biologie délocalisée qui unitairement est plus important que de la biologie centrale. C'est vrai que quand on le regarde par ce prisme-là, on peut se dire la biologie délocalisée, ça va coûter plus cher. Par contre, quand on intègre l'impact sur le parcours et sur la chaîne de soins, on est sur une autre dynamique en fait, où là on peut payer plus cher quelque chose qui va derrière générer en fait un certain nombre d'économies. Alors ça, par contre, il y a des limites. Il faut juste que ça soit utilisé de façon pertinente, au bon endroit, au bon moment et en cohérence avec les capacités de réponse des laboratoires qui sont déjà existants. Et donc pour finir, le déploiement de la biologie, qu'elle soit innovante ou délocalisée, elle ne se fera pas sans refondre notre modèle de financement. On doit sortir d'une logique de valorisation à l'acte et de partir sur une logique de valorisation à l'impact sur le parcours. Alors c'est possible, d'autres secteurs l'ont fait, le médicament l'a fait. On a des exemples, on a des preuves d'efficience, et il y a un exemple qui a été mis en place, c'est le diagnostic prénatal non invasif, qui depuis plusieurs années est venu en intermédiaire entre les marqueurs de la trisomie 21 et puis la réalisation de la myosynthèse. Et la réalisation de ce diagnostic prénatal, donc sur le sang maternel, on amplifie les chromosomes fétaux en fait, qui circulent, pour faire simple. Ça a permis de réduire très significativement le nombre d'amyosynthèses, donc le risque de fausse couche et les coûts qui sont associés. Voilà, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, mais ça a déjà été dit, c'est la volonté après politique de faire évoluer nos modèles économiques. Et c'est vous qui le dites, hein. C'est pas nous. Il y a un mot de Sandrine et après on passe sur le cardiovasculaire parce qu'on veut vraiment être très solution. Donc. Juste Sandrine. Pour revenir à ce que disait monsieur Cohen, on parle d'évaluation médico-économique et on parle par abus de langage, je vais dire, de coût-bénéfice, et je pense que c'est important quand on fait de l'évaluation de politique publique et de parcours, on ne peut pas regarder juste sur un petit bout de la prise en charge, et c'est aujourd'hui une des problématiques, et je suis d'accord, c'est très complexe, c'est que souvent on a un focus trop restreint et on ne prend pas la cascade et les conséquences, et ce qui m'amène au point qui est que effectivement les solutions, on est d'accord, on ne va pas les actionner juste en disant il suffit de vacciner 100% et on n'y arrivera pas, c'est plus complexe que ça. C'est de se dire que c'est vraiment une approche intégrée avec tous les acteurs, qui a des problématiques de parcours, qui a des problématiques de financement aujourd'hui qui ont des effets au final contre-incitatifs et pervers qui vont à l'encontre de ce qu'on veut mettre en place, et que c'est vraiment un changement structurel qui est nécessaire à date, parce que beaucoup de choses sont mises en place mais sont limitées dans leur efficacité par ces sujets de financement, de silos, et que c'est les approches forfaitaires et intégrées qui sont le futur du système de santé. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est mûr, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans pour travailler sur ces approches-là. Je pense que c'est mûr et on a besoin de le faire maintenant. Je pense que le débat extérieur ne pose même plus de questions. Donc oui, c'est complexe, mais
Enfin, il y avait une vraie responsabilité de tout le monde à activer maintenant et pas à repousser le débat année après année. Alors, très vite, parce que je voudrais vraiment un tout petit mot sur le financement. Si vous avez regardé, qu'est-ce qui coûte très très cher dans les maladies infectieuses respiratoires? C'est la dépendance qui est sous-évaluée. Donc dans le modèle de financement en silo dont souffrent énormément les personnes âgées, c'est le silo CNSA Sécurité sociale. En fait, si vous regardez, il va falloir faire payer la vaccination à la CNSA, parce que c'est elle qui a le plus gros bénéfice, finalement. Et donc, et c'était tout le lieu, moi, d'aller rencontrer les politiques pour dire, mais il faut changer ce modèle-là. Et une fois de plus, et enfin, je suis complètement d'accord, s'il y a une mesure, 80% de la médecine chronique actuellement, 20% de pathologies aiguës et donc de consultations reproductibles, 80% des gens, ce n'est pas reproductible. Donc ça ne peut plus être de la médecine à l'acte. Ça allait dans les années 70. Ça fait 50 ans que tous les modèles européens du Nord ont changé. Nous, on ne l'a pas fait. Et donc, il faut bousculer mes collègues libéraux, qui n'ont rien de libéraux parce qu'ils sont payés par la sécurité sociale. Et donc, on doit imposer absolument ces parcours. Voilà, excusez-moi. Alors, comment on fait dans le cardiovasculaire et sur l'adhérence, parce qu'il y a des solutions? Alors, comme disent les anglo-saxons, there is an elephant in the room. Hein, c'est-à-dire l'adhésion, c'est quand même le plus gros problème qu'on perçoit et qu'on conçoit tous, mais pour lequel on ne fait rien. Donc, moi, je crois qu'il y a plusieurs leviers. On est dans la construction ou dans le partage d'idées. Je crois à l'échelle peut-être étatique ou politique, on a eu cette initiative au Parlement européen de promouvoir l'adhésion comme cause européenne et que le mot-clé adhésion fasse partie des programmes de recherche, des programmes de soins ou des programmes de développement de toutes les actions santé. On a pu porter ce message à l'OMS, on a pu porter ce message à l'ONU. Donc je pense qu'il y a déjà un signal à envoyer de dire vous êtes soignant, vous êtes politicien, vous êtes industriel, il faut que le mot-clé adhésion fasse partie de votre stratégie. Ensuite, je crois qu'on peut décliner ça à l'échelle de l'évaluation du médicament, par exemple, qui est une prime à l'adhésion ou une prime à l'adhésion pour les solutions qui vont avoir un impact sur ce type de stratégie. Donc, on passe pour un nouveau médicament à la commission de transparence avec une évaluation très rigoureuse, ASMR. Pourquoi il n'y a pas un item adhésion qui peut donner une prime ou une valorisation à une solution? Je dis solution parce que ça peut être une solution digitale, ça peut être une solution médicamenteuse. Donc, prime à l'adhésion dans l'évaluation ou dans la négociation autour du prix. Ensuite, il y a aussi des exemples vertueux. La Corée, pas du Nord, Corée du Sud, le Canada, sont des pays dans lesquels on a intégré des nouveaux métiers. Donc il y a des gens qu'on appelle des behavioralists, parce que je vous disais tout à l'heure que l'adhésion c'est un problème de disease manager, de behavioralist, mais ça rejoint finalement aussi ce qu'on est en train de discuter autour du parcours, c'est-à-dire que l'adhésion est un comportement, pour changer un comportement il faut des spécialistes du comportement, donc il faut peut-être changer l'offre, et si vous faites 10, 15, 20 consultations par demi-journée, vous n'avez peut-être pas le temps d'éduquer, de dire ben, vous il vous faut un vaccin, vous il faut faire un test, vous il vous faut ce médicament, pourquoi il vous faut ce médicament. Donc on a des programmes d'éducation thérapeutique, vous les avez cités, mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Et après il y a les leviers, je l'ai cité tout à l'heure, technologiques. Bon, on en a un très simple que sont les associations médicamenteuses, ça c'est un levier technologique simple au sens conceptuel, hein, puisqu'après il faut une chaîne de production, il faut produire ce type d'association, mais en tout cas qui a été évalué dans un grand nombre de pays, pas plus loin qu'ici l'Italie, on a pu montrer qu'avec ce type de médicaments, on changeait la donne, c'est-à-dire vraiment on réduisait le poids des maladies cardiovasculaires chez les hypertendus. Et puis dernier point, qui est très très simple, c'est qu'en fait si quelqu'un prend son médicament, il est moins malade. Il y a plein de maladies que l'on peut mesurer. Donc on peut mesurer le taux de cholestérol et s'assurer que les gens prennent leur statine. On peut mesurer la pression artérielle et s'assurer que les gens prennent leur antihypertenseur, mesurer l'hémoglobine glyquée et s'assurer que les gens prennent les médicaments du diabète. Donc l'adhésion n'est qu'une brique dans une prise en charge globale de parcours qui s'appuie sur des leviers médicamenteux, non médicamenteux. Et donc je crois qu'il y a peut-être mon message principal, c'est qu'il y ait ce plaidoyer pour que l'adhésion fasse partie des items ou des mots-clés auxquels on doit penser de façon un peu spinale dans nos actions quotidiennes. Merci beaucoup. Du coup, on a exploré, esquissé un certain nombre de pistes de réflexion. On va entendre M. Barthélémy ensuite, mais je voulais aussi on souhaite entendre une voix patient. Vous avez parlé tout à l'heure de cette expérience autour d'un cas de sepsis.
comment vous réagissez aux pistes qui sont évoquées et quelles sont vos perspectives sur... Alors tout d'abord, je voudrais répondre à monsieur le professeur concernant les patients qui ont des pathologies assez lourdes, comme en cardiovasculaire et d'autres pathologies. Bien entendu, il faut aussi que le patient soit acteur de son parcours de soins. Et pour instaurer cette confiance, justement, c'est tout un travail qui doit se faire, c'est dès le départ. C'est-à-dire que le patient n'est plus un objet de soin. On le voit aujourd'hui. Hein. Le patient, quand il arrive, je crois qu'il même des fois, il y a une opposition avec le médecin parce qu'il sait plus que le médecin et c'est lui qui pose des questions. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Donc le patient a besoin aujourd'hui d'être entendu, d'être acteur, d'être en confiance avec l'équipe médicale. Et il a besoin aussi de qualité. Ça, c'est important. Quand il va à l'hôpital ou quand on diagnostique quelque chose, il a besoin qu'il soit pris en charge rapidement, qu'il y ait une coordination dans l'équipe de soins, dans le parcours de soins, c'est-à-dire que tout soit mis en place, voilà, dans l'absolu, hein, dans les règles de l'art, hein, qui n'errent pas dans les services. Et il faut aussi, parce qu'il a connaissance justement de ces... diagnostic in vitro parce qu'il a connaissance, il est au courant, il se met à jour. Donc, il a besoin aussi qu'on utilise parce que c'est quand même sous-estimé aujourd'hui. On a 44% des diagnostics in vitro qui sont peu utilisés alors que pour faire un diagnostic d'un patient, on a besoin de ces tests-là. On peut faire, bien entendu, et là, je pense que je vais avoir l'adhérence des médecins, c'est clinique, mais on a besoin aussi d'outils de biologie. Et aujourd'hui, on a besoin de rapidité. Alors, dans le cas du sepsis, par exemple, alors je reviens sur ce que vous aviez dit par rapport à la biologie délocalisée. Oui, ça coûte cher, mais quand on a un patient qui est en sepsis et qui va aller vers le choc septique si rien n'est fait, eh ben, ce genre de biologie délocalisée qui est au chevet du patient, même si ça coûte cher, ça peut sauver la vie. Pourquoi ? 1, on pose un diagnostic. 2, on peut mettre une antibiothérapie. Et 3, on peut le diriger vers le service adéquat. Merci beaucoup. Et donc, Monsieur Barthélémy, donc il y a beaucoup de pistes qui ont été évoquées. On a parlé, moi j'ai beaucoup entendu parler des silos et de la capacité à avoir une approche intégrée, qui est toujours un défi même pour des entreprises. Hein. Donc c'est aussi un défi dans un système de santé publique. On a parlé de financement, d'organisation du système de soins. Comment, d'un point de vue DGS, vous réagissez à ces différentes pistes et vous voyez comment la DGS peut continuer. Vous avez parlé d'expériences qui ont bien fonctionné. Comment vous pensez qu'on peut approfondir, amplifier et continuer à explorer de nouvelles pistes pour aller dans ces sujets d'efficience ? Alors, peut-être déjà dire que bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont très justes. Sur le sujet peut-être on va dire la gouvernance autour du sujet, peut-être d'évoquer qu'au niveau du ministère de la Santé, on a travaillé à une réorganisation interne, alors qui peut paraître anecdotique, si bien que en fait, on a réintégré l'équipe qui était en charge des produits de santé de la Direction générale de l'offre de soins au sein de notre sous-direction à la Direction générale de la santé, ce qui a pour premier intérêt de centraliser la réflexion autour du sujet. Alors déjà, première réponse au sujet du silo. En interne, on essaye de désiloter. Après, la logique de financement, alors elle est plus pilotée au niveau de la DGOS. Donc nous, on est en train d'essayer de récupérer ces dossiers-là. Le dossier autour du RIHN passe chez nous. Le sujet de la licensus également. Donc l'idée, effectivement, ça va être de voir comment on arrive en lien avec la DGOS à travailler sur ces problématiques-là. C'était pas initialement complètement dans le cœur de métier de la Direction générale de la santé. C'est vrai que jusqu'ici, et c'est dans nos axes stratégiques de travail qui ont été développés par notre Direction générale l'année dernière, il y a beaucoup de points autour de la prévention, donc vraiment encore sur l'amont, pas que sur le développement de solutions au quotidien, mais vraiment sur l'amont, c'est comment on évite les pathologies diverses, que ce soit autour du diabète, de l'asthme, etc. Ce qu'on voit, c'est que dans le projet stratégique, il y a le fait d'agir sur les inégalités
d'avoir on va dire des solutions personnalisées, parce ce qu'on voit bien, c'est qu'il n'y a pas une solution générale qui va être apportée, et qu'en fonction, vous l'évoquiez, hein, des lieux et des zones du pays, probablement que les solutions à apporter sont différentes. La question, c'est, au bout de tout ça, je ne dirais pas qu'il y a une absence de volonté politique. Je pense qu'il y a eu des ministres qui ont voulu remettre le terrain au centre du jeu. Il y a eu la volonté à un moment de remettre les acteurs de terrain et qui puissent proposer des solutions. Mais c'est vrai que le fait que ça soit un peu on va dire haché en ce moment, ça n'aide pas à avoir une continuité, une vision claire pour les Français, les industriels, les professionnels de santé. Et donc tout ça, ça peut être assez inquiétant. Nous, le message qu'on a ce matin, c'est de dire que au niveau des administrations, on essaye de porter une espèce de stabilité, même si effectivement le politique bouge au quotidien, on continue à avancer. Moi, je prends en tout cas, je vois d'un très bon œil le fait qu'on puisse s'associer davantage sur des solutions concrètes. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de points autour de la biologie délocalisée où on a été peut-être encore un peu lent. Et je pense que sur ce point-là, il faut qu'on puisse aller un peu plus vite. Je ne sais pas si les problématiques de fongibilité d'enveloppe ou de pluriannualité régleront tout. En tout cas, elles permettent de travailler, on va dire, avec une portée un peu plus longue, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été évoquées, et voilà, je vous inviterai peut-être à retravailler ensemble ultérieurement. C'est encourageant, je sais pas, ce côté, cet appel collectif à travailler ensemble, je crois que vous êtes plutôt satisfait. Je vais peut-être juste en transition pour la suite, rappeler quelques chiffres. Donc, Didier a mentionné la situation en France dans un contexte international historique pour le secteur. Et je fais le lien du coup avec l'industrie du médicament. Je vous le disais, 40% des médicaments approuvés en Europe qui ne sont pas disponibles aujourd'hui en France. Des médicaments en France qui sont 10 à 15% moins chers que la moyenne européenne. Donc je ne parle pas de l'Inde ou de la Chine. Hein. En Europe, 10 à 15% des médicaments moins chers en France. Donc c'est très inférieur à nos voisins. Une fiscalité la plus forte d'Europe pour notre secteur industriel, avec un prélèvement à peu près de 60% de notre résultat d'exploitation. Donc on a la surfiscalité sectorielle la plus forte d'Europe. Et dans une situation historique, hein, puisque personne n'est aveugle, hein, la pression qu'on a des États-Unis sur notre industrie, avec un arrêt. Il ne faut pas croire que ça sera lié uniquement à l'administration Trump. La période où les États-Unis finançaient les médicaments innovants pour l'Europe, c'est fini. Donc il faut absolument se réveiller collectivement pour trouver des solutions. Donc c'est ce qu'on essaie de faire ce matin. Et on est vraiment convaincu que l'efficience, il y a des exemples concrets qui ont été portés ce matin, aidera à financer cette innovation. On ne peut pas laisser l'innovation partir uniquement aux États-Unis ou en Chine. L'innovation, elle est en Europe. On a, je pense que les patients, on a les professionnels de santé, on a le réseau économique, on a les entreprises, on a la détermination, la motivation d'y arriver. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Donc merci pour votre écoute, merci pour les partages, et on a hâte d'écouter la deuxième table ronde. Il y a peut-être un break où j'ai oublié les étapes. On va faire une petite. Merci Audrey. On va faire une petite pause. Non. Juste avant la pause, je voulais effectivement remercier l'ensemble des intervenants, comme tu l'as fait Audrey. Moi, je note quand même, puisqu'on a travaillé il y a plus d'un an avec toi, Sandrine. On a travaillé d'ailleurs à l'époque sur 35 cas d'usage. Cette année, on t'a demandé d'en chiffrer uniquement 3 sur les 35. Et sur les 3, on arrive à peu près 13 milliards de dépenses évitables. Tu es conservateur, donc plutôt la fourchette basse. C'est ce que j'entends de nos experts qui poussent la démarche du G5, et j'en suis ravi. Vous vous dites même que c'est certainement sous-évalué, c'est beaucoup plus, il fallait plus vite et c'est plus. Donc je me dis qu'il y a vraiment une source d'économie très très importante de dépenses évitables, bien au-delà des 13 milliards d'euros. J'entends également que ces gains d'efficience ne sont pas du tout pris en charge dans l'évaluation par la HAS ou dans la tarification par le CEPS. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'on
on y travaille tous. Alors au G5, on a un cercle de réflexion, on essaie de mettre tous les gens autour de la table pour trouver des solutions, avec Charles-Emmanuel aussi et la DGS. Et on ne dit pas que rien n'est fait. On dit qu'il faut certainement encore faire davantage, tous ensemble, accélérer, parce qu'effectivement, c'est vraiment une source énorme d'économies, de dépenses évitables. Et pour ça, il faut évidemment également un portage politique fort. Et on en a bien besoin, c'est clair. Donc on fait la pause et je vous propose qu'on se retrouve à 11h15 précise. Merci.